Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver ce soir pour la première webconférence de l'année. Nous recevons aujourd'hui Catherine Thévenot, qui est professeure en psychologie à l'Université de Lausanne. Ce soir, elle va répondre à la question la numération en maternelle, le comptage sur les doigts peut-il aider les élèves? L'idée, c'est qu'elle vous fasse un topo sur l'état des recherches actuelles et leurs résultats. Et puis, dans un second temps, elle vous présentera une recherche qui sera menée sur Léa.fr le mois prochain, qui commencera le mois prochain. On vous invite à poser vos questions tout au long de l'intervention de Catherine Thévenot. Et puis, dans un troisième temps, nous y répondrons. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention et on reviendra dessus un petit peu plus tard. Merci Catherine d'être présente et on vous laisse la parole. Très bien, merci. Vous m'entendez bien là? C'est OK pour vous, Marie? Alors, pour moi, c'est bon et Ouais. c'est bon. C'est bon. Alors, c'est super. Alors, je peux commencer. Donc, effectivement, je vais d'abord essayer de vous faire un tout petit état de la situation sur nos connaissances en focalisant vraiment sur le calcul sur les doigts. J'aurais beaucoup à vous raconter, mais voilà, Marie m'a dit que je devais tenir en 25-30 minutes. Donc, je vais faire un état des lieux très sommaire. Mais effectivement, je vais vous présenter en troisième partie un plan d'études que je vous proposerai. Comme Marie disait, sur laquelle vous pourrez vous engager sur la plateforme Léa. Mais je vous présenterai également, entre les deux, les résultats qu'on a obtenus justement par le même biais grâce aux enseignants inscrits sur Léa il y a 2 ans. Et donc, vous allez voir qu'on a eu des résultats extrêmement prometteurs et que ce que je vais vous proposer, c'est une suite en fait de ce qu'on avait déjà montré grâce à vous. Donc, en fait, même au départ, la question qui a motivé le début de mes recherches, elle émanait, même si je n'avais pas encore la connaissance de Léa.fr, elle émanait des enseignants, en fait, lors des formations que je pouvais donner, notamment sur des formations continues en INSPE, où les enseignants me demandaient tout le temps, est-ce qu'on doit empêcher les enfants de calculer sur leurs doigts? Est-ce qu'au contraire, on doit les encourager? Et j'avoue qu'au départ, je n'avais pas vraiment d'idée là-dessus. Et quand j'ai regardé dans la littérature, les réponses, elles n'étaient pas du tout claires. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet pour essayer justement d'enfin apporter une réponse aux enseignants. Donc, vous allez voir, on n'a pas encore toutes les réponses, mais on essaye d'œuvrer dans ce sens-là. Donc, effectivement, c'est difficile de répondre à cette question seulement intuitivement parce qu'il y a des craintes qui émanent des enseignants eux-mêmes et aussi des chercheurs, en fait, qui sont que le calcul sur les doigts, il pourrait limiter les enfants dans justement cette procédure en tant que telle et donc les empêcher de recourir ensuite plus tard à des stratégies mentales. Donc ça, c'est une crainte qui est souvent exprimée dans la littérature. On a déjà, nous, je ne vais pas les exposer ici, mais vous pourrez me poser des questions là-dessus. On a déjà des éléments qui nous feraient dire que c'est plutôt le contraire, en fait. C'est plutôt les enfants qui vont utiliser leurs doigts, qui vont recourir le plus tôt et de façon le plus efficace aux stratégies mentales. Ça pourrait aussi, et donc vous allez voir, là, c'est vraiment l'objet de l'étude que je vais vous proposer ensuite, dans laquelle vous pourrez vous intégrer. On pourrait considérer que ça peut enfermer les enfants dans des procédures, je dis souvent non signifiantes, ce qui veut dire que pour les enfants, ça n'a pas tellement de sens, en fait. Donc, c'est des procédures un peu machinales. Souvent, voilà, on dit ils vont juste compter, mais sans rien mettre derrière. Et donc, du coup, pour eux, c'est juste du comptage, mais ils ne comprennent pas vraiment que c'est une addition entre deux nombres, etc. Donc, voilà, vous allez voir, c'est précisément à cette question qu'on va essayer de répondre, j'espère, grâce à vous. Et puis, autre crainte des enseignants et des chercheurs, ça pourrait effectivement, ces stratégies, limiter les enfants quand les opérandes qui sont proposées dans les problèmes sont plus représentables, pardon du néologisme, sur les doigts. D'accord. Donc 3 plus 2, c'est facile parce qu'on peut le représenter sur les doigts, mais quid de 17 plus 7? Qu'est-ce que les enfants vont faire et est-ce qu'ils ne vont pas être bloqués justement parce qu'ils ont des stratégies telles que celle-ci? Donc là, on ne va pas répondre aujourd'hui, mais il s'avère que j'ai une étudiante, Marie Krenger, qui doit nous écouter là, qui fait sa thèse justement précisément sur ce sujet-là. Donc on aura des réponses bientôt. Effectivement, donc ça, c'est des craintes et puis aussi des observations, en fait, qui, voilà, en fait, vous allez voir qu'ils ne sont pas justes, mais on a parfois l'impression que le calcul sur les doigts, c'est plutôt une stratégie mature.
c'est typique des enfants qui sont en difficulté. Donc, certains enseignants, on avait fait une enquête, encore une fois, grâce à vous sur la plateforme Léa, qui montrait que les enseignants sont plutôt, en fait, plus positifs quant au calcul sur les doigts, mais ils restent quand même assez sûrs que ça reste un outil pour des enfants qui auraient des difficultés. Les enfants qui n'ont pas de difficultés, eux, n'auraient pas besoin de cet outil-là. Vous allez voir que ce n'est pas le cas. Et puis, ce serait aussi typique, c'est ce qui ressortait aussi de l'enquête, des enfants avec des faibles capacités en mémoire de travail, donc des enfants avec des ressources cognitives limitées. La première chose que je vais vous montrer, c'est que tout ça, là, c'est pas juste, et ça, on a vraiment des réponses assez convaincantes pour disons, démystifier ces éléments-ci. Et donc, effectivement, avant même que nous intervenions dans ce domaine-là en tant que chercheurs, il y avait déjà une étude qui avait été faite aux États-Unis sur 217 enfants âgés de 5-6 ans. Cet âge, vous allez voir, il est assez important, il est crucial. Donc oui, je mets les correspondances avec le système français, donc grande section de maternelle ici. Mais bon, c'est aux États-Unis, donc parfois, ce n'est pas une correspondance parfaite. Et voilà, ça, en tout cas, pour donner des repères, c'est comme ça. Grande section de maternelle. Et donc, les chercheurs suivaient les enfants sur 11 points de testing, vous voyez, sur presque 2 ans d'enfants. Et ce qu'ils observaient, c'est une corrélation en fait positive entre le calcul sur les doigts et les performances en arithmétique à ce niveau-là. En d'autres termes, plus les enfants utilisaient leurs doigts et plus ils étaient performants en arithmétique, et non pas le contraire. Cette corrélation, évidemment, vous doutez bien qu'elle ne va pas durer jusqu'à l'adolescence. Si un enfant de 12 ans continue à utiliser ses doigts pour faire 3 plus 2, on va peut-être se dire qu'il y a des difficultés. Effectivement, cette corrélation, elle va s'amenuiser au cours du développement, mais en fait, elle ne va s'inverser qu'à partir de l'âge de 8 ans, donc à la fin du CE1. Donc, c'est à partir de la fin du CE1 que là, lorsque les enfants continuent à utiliser leurs doigts, on peut peut-être commencer à s'inquiéter et à se dire qu'ils éprouvent des difficultés. Mais avant ça, c'est plutôt en fait un bon signe. Donc ça, c'est aux États-Unis, vous voyez, en 2008 ici. Donc nous, dans un premier temps, on a voulu essayer de répliquer les résultats 10 ans plus tard, en 2018, et puis dans un milieu francophone, en l'occurrence dans le canton de Genève. Donc on a refait exactement pareil, enfin, on s'est inspiré, disons, des études américaines. Donc ici, on avait 84 enfants. On leur proposait des additions de 2 nombres à 2 chiffres. Évidemment, ils ne pouvaient pas tout faire. Ça n'avait aucune importance. Il y avait des critères d'arrêt. Donc ça, c'est le type d'addition qu'on pouvait leur proposer. Je vais vous montrer un petit film après, mais le principe, il est toujours le même. Et vous verrez même dans les études que je vous proposerai tout à l'heure. On va présenter le calcul à l'enfant. Sur un petit carton avec les opérandes écrits en chiffres arabes. Bien entendu, on a conscience du fait que tous les enfants de grande section de maternelle ne lisent pas les chiffres arabes. Donc, ce que les expérimentatrices, en l'occurrence, dans les études, vont faire, c'est qu'elles vont verbaliser le problème en disant 2 plus 3, ça fait combien? Et en général, on a une réponse de la part de l'enfant, même si c'est je ne sais pas, ça reste tout à fait intéressant. Ce qu'on fait, c'est qu'on filme les enfants. Au contraire des études précédentes, nous, on s'intéresse beaucoup au type de stratégie que les enfants vont utiliser et non pas seulement s'ils les utilisent. Okay. Je vous en toucherai 2 mots un peu plus tard, mais pas énormément aujourd'hui. Et voilà, donc on filme les enfants, je vous montre ce que ça donne. On a essayé tout à l'heure avec Marie de lancer un petit film. Ça lag un peu, il y a des petits décalages, mais je pense que vous allez quand même pouvoir comprendre ce qui se passe. 1 plus 2. 3. Bravo. Et puis là, 2 plus 3. Combien? 5. Très bien. Et puis là, 4 plus 5. 9. Voilà, donc ce que vous avez pu voir, c'est cette petite fille qui emploie une stratégie qui nous intéresse énormément. Je n'aurai pas le temps de m'étaler aujourd'hui là-dessus, mais c'est une stratégie dans laquelle, pour 2 plus 3, vous avez vu, elle a fait 1, 2, et puis elle va ensuite continuer son calcul sur l'autre main, donc vous appelez ça du surcomptage de 3, 4, 5, et non pas de représentation des 2 opérandes, mais j'en parle après. Donc nous, ce qu'on va essayer d'extraire de tout ça, c'est le taux de réussite des enfants. Est-ce que les enfants vont utiliser les doigts ou non? Ce que je vous disais, on code aussi le type de stratégie de manière extrêmement précise. On peut coder de 20 à 30 stratégies différentes. Et puis, dans cette étude-là, on a mesuré les capacités en mémoire de travail des enfants. Donc,
pour que tout le monde soit clair là-dessus, plus les capacités en mémoire des travail des enfants sont importantes, plus ça veut dire que l'enfant peut manipuler de l'information en même temps, donc il a des ressources cognitives, disons, relativement élevées. Donc je vous montre les résultats de cette première étude-ci. Et donc on avait sur des enfants de 5-6 ans, 62% des enfants qui utilisaient leurs doigts pour résoudre les calculs et 38% des enfants qui ne le faisaient pas. Ce qui nous intéressait, c'est de voir justement la correspondance entre l'utilisation des doigts et les performances. Voici cette correspondance. On avait 60% de réussite sur les calculs proposés sur les enfants qui utilisaient leurs doigts et attention, on n'avait que 13% de réussite sur ces mêmes calculs chez les enfants qui n'utilisaient pas les doigts. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on réplique la corrélation des études américaines, corrélation positive entre calcul sur les doigts et performance en addition. Je vous ai dit, on a aussi mesuré la mémoire de travail des enfants. Et ce qu'on observe, c'est que pour les enfants qui utilisent leurs doigts, ils ont un score de 2,6. Pour les enfants qui n'utilisent pas leurs doigts, ils ont un score de 2. Ça peut paraître une différence ridicule, mais ça ne l'est pas du tout parce que le score maximum, c'était 4 ou 5. Et en effet, il y a une grosse différence entre les deux groupes. C'est-à-dire que pour la première fois, on montrait que les enfants qui utilisent leurs doigts pour calculer sont en fait les enfants avec le plus de ressources cognitives et non pas du tout les enfants qui sont limités en mémoire. Pour les stratégies que les enfants utilisaient, la petite fille que je vous ai montrée, elle était un petit peu atypique parce qu'en fait, la plupart des enfants, pas la plupart, mais disons la majorité des enfants, vont plutôt utiliser des stratégies qu'on va appeler tout comme ça, où ils vont représenter un opérande sur une main. Donc, on va prendre l'exemple de 4 plus 3 ici. Donc, vraiment 1, 2, 3, 4. Et au contraire de la petite fille qui surcomptait tout à l'heure, ils vont représenter le 3 sur l'autre main. 1, 2, 3 pour tout recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est pour ça qu'on appelle une stratégie tout. C'est important ça parce que vous allez voir quand on va intervenir, c'est intéressant de voir quelle est la stratégie qui est spontanément utilisée par les enfants de manière massive. Bon, en l'occurrence, à cet âge-ci, c'est plutôt celle-ci. OK. Donc là, on a des résultats qui sont intéressants. On va essayer d'aller plus loin. Là, c'est des études beaucoup plus récentes. Ça a été publié juste l'année dernière. Et cette fois-ci, on va suivre les enfants sur une certaine période de temps. Donc là, on a 172 enfants. Ils sont plus jeunes que les autres parce qu'on voulait aussi voir si les résultats qu'on observait en grande section de maternelle, on les avait sur des enfants plus jeunes. Et donc, on leur proposait à ces enfants-là des calculs tout à fait similaires à ce que je vous ai proposé. Mais voilà, hein, l'intérêt ici, c'est qu'on les observe 3 fois tous les 6 mois. Donc T1, ils ont 4-5 ans. À T2, ils vont avoir 6 mois de plus et à T3, ils vont avoir encore 6 mois de plus. Voici ce qu'on observe. Là aussi, c'est intéressant. À T1, donc là, ils sont tout petits, ils ont entre 4 et 5 ans. On a seulement 18% des enfants qui vont utiliser leurs doigts pour résoudre des calculs. Ça veut dire que 82% des enfants ne le font pas. D'accord ? Est-ce que ces enfants-là, ces 18%, ils ont déjà des performances plus importantes que ceux qui ne les utilisent pas? La réponse, elle est oui, puisqu'ils vont afficher 42% de réussite ici, alors que les enfants qui ne les utilisent pas, c'est 14% de réussite. L'avantage des études longitudinales, c'est que justement, on va pouvoir essayer de voir comment ces enfants progressent au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'ils vont continuer à utiliser leurs doigts? Est-ce qu'ils vont les abandonner? Et quelles conséquences ça a sur leur performance? Donc, à T2, 6 mois plus tard, on est au milieu de la petite section de maternelle. Je ne vais pas tout vous détailler, hein, mais c'est intéressant de vous montrer la démarche. Vous voyez que sur les 31 enfants, c'était 18% de mon échantillon, sur les 31 enfants qui utilisaient déjà leurs doigts à T1, il y en a 18 qui vont continuer à les utiliser et il y en a 13 qui, on ne sait pas bien pourquoi, le jour où on les a testés en tout cas, n'ont pas utilisé leurs doigts. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les enfants qui ont abandonné cette stratégie, c'est un mauvais choix stratégique. Pourquoi? Parce que ceux qui continuent à utiliser leurs doigts, ils sont ici 6 mois plus tard à 68% de réussite alors qu'ils étaient à 42 6 mois avant, alors que les enfants qui ont décidé, même si ce n'est pas du tout consciemment, hein, de ne pas utiliser leurs doigts, en fait, ils ont complètement stagné, ils sont à 44%. On peut regarder la même chose pour les enfants qui n'utilisent pas leurs doigts. Sur ces 141 enfants, on voit qu'au T2, il y en a 25 qui vont déclarer la stratégie, puis on a une majorité, 116, qui vont continuer à ne pas utiliser leurs doigts. Quand les enfants vont déclarer la stratégie, dans le sens contraire, lorsque les enfants décident de ne pas utiliser leurs doigts, ils sont à 21% de réussite, mais par contre, lorsqu'ils ont déclaré la stratégie, ils sautent directement à 55%.
Je ne vous détaille pas les choses à T3, c'est exactement la même chose. Je vous ferai une synthèse sur la slide suivante. Mais je voudrais juste insister sur un profil, disons, particulier, c'est les non-non-non, en fait. C'est-à-dire les enfants qui, sur les 3 points de testing, nous, on ne les a jamais vus utiliser leurs doigts. Eux, c'est les enfants qui vont avoir le plus bas taux de réussite sur les problèmes qu'on leur a proposés. Donc ça, c'est vraiment pas la stratégie gagnante de ne pas utiliser ses doigts lorsqu'on va résoudre des calculs. Bon, effectivement, dans tous les autres groupes, je vous dis, je ne vais pas tout vous détailler, lorsque les enfants vont déclarer la stratégie, ils font un saut dans les performances et quand ils décident de l'abandonner, c'est plutôt à ce stade-ci une mauvaise idée. Peut-être vous dire simplement, je pense que vous allez me poser la question. Bien sûr, ça, c'est au niveau du groupe, d'accord? Donc, on a 85 enfants, vous voyez ici, à T3, qui n'ont jamais utilisé leurs doigts. C'est 28% de réussite, c'est une moyenne. Il s'avère qu'il y a quand même, mais c'est très peu, 7% des enfants dans cet échantillon-là qui, malgré le fait qu'ils n'utilisent pas leurs doigts, réussissent quand même très bien les problèmes. Donc, c'est possible de bien résoudre les problèmes sans les doigts, mais c'est 7% de l'échantillon. Ok, donc qu'est-ce que je vous ai dit là pour l'instant? C'est que si on considère les 2 études là, à 5-6 ans et à 4-5 ans, on peut voir que les enfants qui utilisent leurs doigts pour faire des additions, à partir de 4-5 ans et à minimum jusqu'à 5-6 ans, si on en croit les études américaines, c'est plutôt jusqu'à 6-7 ans et demi, sont plus performants que ceux qui ne les utilisent pas. Cet effet sur ce petit groupe d'âge, il augmente, c'est-à-dire qu'effectivement, plus l'enfant va grandir et plus il va profiter de l'utilisation des doigts. Et puis que les enfants qui utilisent leurs doigts à ces âges-ci sont ceux qui ont le plus de ressources cognitives. Je vous ai montré les résultats sur la mémoire de travail. On a une autre étude dans laquelle on a mesuré l'intelligence fluide grâce, si vous connaissez, aux matrices progressives de Raven, et on avait exactement les mêmes résultats. Et ce qui est important aussi ici, c'est que donc entre 4 et 6 ans, cesser d'utiliser ses doigts pour faire des additions, c'est toujours une mauvaise idée en fait, hein, et a fortiori ne pas les utiliser du tout. Il vaut mieux toujours les utiliser pour avoir de meilleures performances. Donc, est-ce qu'on doit empêcher les enfants, puisque c'était la première question qu'on m'a posée, à utiliser leurs doigts? Non, on ne doit pas les en empêcher, probablement pas. En tout cas, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, je vous dis probablement plus tard, c'est la stratégie la plus efficace. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit enseigner explicitement cette stratégie de calcul sur les doigts? On pourrait être tenté de dire, bah oui, évidemment, bah non, on ne sait pas en fait. Il a fallu faire une expérience pour ça. C'est l'expérience qu'on a fait grâce à vous ou à vos collègues il y a 2 ans sur la plateforme Léa. Bon, effectivement, la réponse, elle n'est pas évidente parce que qui nous dit que en enseignant cette stratégie de calcul sur les doigts, finalement, on ne fait pas un court-circuit dans le sens où ce qui serait efficace, c'est que les enfants ils découvrent la stratégie par eux-mêmes et non pas qu'on leur enseigne, justement. Une autre question extrêmement importante, et vous allez voir qui va être reprise pour l'étude que je vais vous proposer tout à l'heure, est-ce que les enfants qui utilisent leurs doigts pour calculer, ils ne doivent pas quand même déjà maîtriser certains concepts numériques pour justement pouvoir s'approprier la stratégie. C'est-à-dire que précisément, c'est peut-être parce qu'ils ont compris la correspondance terme à terme, ils ont compris le principe d'abstraction, mais justement qu'on peut représenter des quantités sur des doigts, ils ont le principe de cardinalité, je reviendrai là-dessus pour ceux qui ne voient pas ce que c'est que le principe de cardinalité tout à l'heure, peut-être qu'ils en ont besoin pour justement pouvoir mettre en place cette stratégie de calcul sur les doigts. Donc enseigner à des enfants qui n'auraient pas ces fondamentaux du nombre, c'est peut-être déjà une mauvaise idée, et puis d'autre part, c'est peut-être pas du tout efficace. Et puis, dernière question, évidemment, est-ce que cette stratégie, pardon, encore une fois du néologisme, elle est enseignable ou pas? Donc, c'est ce qu'on a essayé de vérifier, encore une fois, grâce à vous sur la plateforme Léa. Donc, il y a eu 328 enfants grâce à tous les enseignants qui ont participé, qui ont été recrutés. Donc, grande section de maternelle, je vous disais, cet âge-là, il nous intéresse particulièrement. Et donc, on a fait un plan qui, pour nous, est tout à fait classique. Après, je vous décompose tout. Hein. On a pré-testé les enfants. Là, c'est important parce qu'en fait, ce que je vais vous proposer après, donc l'étude à laquelle vous allez pouvoir être intégré, ça va suivre exactement ce même plan-là. Donc, on a un pré-test. On a un post-test. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que quand on fait une intervention au milieu, on va pouvoir avoir des effets, on dit pré-test, post-test, donc améliorer les compétences des enfants dans une activité particulière, justement en intervenant, en faisant un entraînement particulier. Je vous parle d'abord de l'entraînement, puis après, je vous parle du pré-test et du post-test. L'entraînement qu'on a proposé aux enfants, donc c'était donc les enseignants
qui mettaient ça en place dans leur classe grâce au protocole qu'on leur avait fourni en amont. C'était un entraînement à la méthode tout dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, pourquoi on a choisi ceci? Je vous ai dit, à cet âge-ci, on sait que c'est la stratégie qui est massivement utilisée par les enfants. Donc, on s'est dit, bon, bah voilà, on ne va pas inventer la poudre, on va leur enseigner la stratégie qui est efficace lorsqu'ils l'utilisent. Donc, on a entraîné le tout sur 6 sessions d'entraînement. Collectif, vous allez voir, à la stratégie tout. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'enseignant, il montrait la stratégie devant tous les enfants. Donc là, je ne vous la redécris pas, c'est la stratégie que je vous ai décrite tout à l'heure. Et puis ensuite, les enfants devaient appliquer cette stratégie-là et l'enseignant s'assurait, donc je vous dis, hein, c'était en groupe, l'enseignant s'assurait simplement que les enfants faisaient bien la même procédure, donc représentaient bien les opérandes sur les doigts et recomptaient tout. Les problèmes sur lesquels ils étaient entraînés étaient les problèmes suivants, donc vous voyez des problèmes tout simples ici, de 1 plus 1 à 5 plus 5, voilà, en passant par tous ces problèmes-ci. Pour le pré-test et le post-test, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on leur proposait, donc là c'est important, ce matériel-ci, là, on leur proposait en fait un matériel tout à fait similaire mais différent, d'accord? C'est les compléments en fait à ces additions-là. Okay, donc ce n'est pas les mêmes additions, mais elles ressemblent beaucoup à celles qui seront entraînées. 1 plus 2, 1 plus 3, 2 plus 3, etc. Vous pouvez lire sur l'écran. Et donc, on demandait aux enseignants, cette fois-ci, de faire des évaluations individuelles. Ça, c'était extrêmement important. Les enfants devaient résoudre ces 10 additions et l'enseignant devait noter si l'enfant utilisait ses doigts ou non pour résoudre les calculs et noter également le pourcentage de réussite. Sur 10, il y avait 10 additions. Alors voilà, donc on avait ce groupe d'entraînement et un groupe contrôle. Le groupe contrôle, ça veut dire quoi? Là, en l'occurrence, ça veut dire que entre le pré-test et le post-test, rien du tout ne s'est passé. Donc on dit souvent dans notre jargon, c'est business as usual. C'est vraiment, ils font comme d'habitude, sans qu'il y ait aucune intervention de notre part entre le pré-test et le post-test. Donc, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que les enfants qui avaient eu cet entraînement au calcul sur les doigts augmentaient leur performance en addition au post-test par rapport au pré-test. Ce qui nous intéressait particulièrement, vous l'avez compris, c'est justement les enfants qui n'utilisaient pas leurs doigts au pré-test. Okay, déjà voir s'ils pouvaient s'approprier la stratégie enseignée et voir quelles conséquences ça avait sur leur performance. Donc là, je vais focaliser mon propos sur juste les enfants qui n'utilisaient pas leurs doigts au pré-test. Et je vous montre les résultats. Je ralentis un tout petit peu mon débit de parole pour que vous compreniez bien ce qui se passe ici. Donc ici, on a Marie, est-ce que vous voyez ma souris quand je l'utilise ou pas du tout? Oui, on la voit. Super. Donc ici, vous avez le pré-test, les résultats aux enfants au pré-test. Donc vous avez le groupe expérimental qui est entraîné au calcul sur les doigts et le groupe contrôle, donc qui ne fait rien entre les deux sessions ici. Donc, ce n'est pas toujours le cas, là on a de la chance. Vous voyez qu'au début de l'étude, les enfants dans les deux groupes ont à peu près le même niveau et donc ils arrivent à résoudre, vous voyez, à peu près 40% de problèmes correctement. 40% de problèmes correctement. Ce qu'on voit ici, ce qui saute aux yeux, c'est que alors que le groupe qui n'a pas été entraîné fait une augmentation des performances tout à fait minime entre le pré-test et le post-test, donc c'est juste 8% d'augmentation, le groupe expérimental entraîné au calcul, lui, fait un bond total dans les performances puisqu'il passe en fait de 37% ici à 77% de bonnes réponses au post-test. Donc là, vous voyez, c'est parfait. On montre qu'effectivement, il y a une grande différence entre les enfants entraînés et non entraînés en faveur des enfants entraînés au calcul sur les doigts. Donc là, déjà, voilà, on était super contente puisqu'on montre que l'entraînement au calcul sur les doigts est tout à fait efficace. Je passe rapidement là-dessus, mais pour les personnes qui seraient peut-être un tout petit peu à cheval sur la méthodologie, on a refait les mêmes expériences. Au lieu d'un groupe contrôle passif, on a utilisé un groupe contrôle actif. C'est important parce que là, on pourrait se dire, bon, finalement, c'est peut-être pas le calcul sur les doigts lui-même qui a fait le job, mais simplement qu'ils ont manipulé des nombres, peut-être plus souvent que les enfants qui sont dans le groupe contrôle passif. Non, en fait, c'est pas ça, parce que quand on prend un groupe contrôle actif où on leur fait aussi manipuler des nombres, en l'occurrence, on leur faisait apprendre par cœur
les calculs, ben, on voit qu'il n'y a aucune augmentation quasiment, alors que dans le groupe expérimental, il y a encore cette énorme augmentation. Et puis, on pouvait se dire aussi peut-être, hein, vous vous rappelez, ben, c'est les enseignants hein, qui ont opéré à toutes ces manipulations dans les classes. Ben, peut-être que ce n'est pas un milieu très contrôlé, qu'en général, quand on fait les choses dans notre laboratoire avec des expérimentateurs professionnels, c'est plus contrôlé, donc c'est plus valide. Ben non, pas du tout. Les enseignants ont parfaitement bien fait les choses, puisque justement, quand on refait les expériences avec un expérimentateur professionnel, en l'occurrence, c'est Céline Poletti, la première autrice du papier ici, on a exactement les mêmes résultats. Conclusion, le comptage sur les doigts, c'est non seulement pas une stratégie à prohiber chez les jeunes enfants, mais en plus, cette stratégie devrait plutôt être valorisée et encouragée, et on arrive à la conclusion que son enseignement explicite en maternelle est quand même à promouvoir. Cependant, et c'est là que vous allez possiblement intervenir, il reste quand même plusieurs questions. Je vais focaliser mon propos maintenant sur la question la plus importante enfin, selon moi. Est-ce que lorsque on va entraîner les enfants à une procédure de calcul sur les doigts, on enseigne justement plus qu'une procédure? Est-ce qu'on enseigne aussi des connaissances qui seraient liées au concept du nombre lui-même? Parce qu'enseigner une procédure, c'est très bien, mais si on arrive à montrer qu'en plus l'enfant il comprend quelque chose du nombre qu'il n'aurait pas compris avant, mais ça serait d'autant plus intéressant pour vous en tant qu'enseignant et pour moi en tant que chercheur. Et donc c'est la question à laquelle j'aimerais qu'on puisse répondre ensemble dans l'expérience, l'étude que je vous propose ici. Je vous propose donc cette étude-là. Le plan que je suggère, c'est pour ça que je vous disais soyez attentifs tout à l'heure, c'est exactement pareil que ce qu'on a fait en fait il y a 2 ans lorsque on a mis ces expériences d'entraînement en place. C'est-à-dire qu'on aurait le pré-test addition, on aurait toujours le même timing ici, ici ça devrait être post-test, je m'excuse, le post-test addition, d'accord? Et donc l'entraînement au tout, le groupe contrôle, et puis ici directement un groupe qui ferait d'autres activités sur les nombres que l'entraînement au calcul sur les doigts. Mais je vais décomposer tout ça. La seule différence en fait entre ce que je vous propose ici et ce qu'on avait proposé il y a 2 ans, c'est de rajouter sur le pré-test et le post-test des épreuves, des tâches qui vont justement nous permettre de mieux appréhender ce que l'enfant peut comprendre du nombre. C'est-à-dire qu'on aimerait tester les enfants sur le principe de cardinalité. Le principe de cardinalité, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais juste au cas où, c'est le principe selon lequel le dernier mot nombre que l'enfant va utiliser ou que tout le monde va utiliser, qu'on va utiliser lorsqu'on va effectuer un dénombrement, correspond bel et bien à l'ensemble des objets qui ont été dénombrés. Et non pas seulement au dernier objet dénombré. D'accord? Pour tester ce principe de cardinalité, la tâche qu'on utilise classiquement, c'est une tâche qu'on appelle « donne-moi n ». Donc, ce serait cette tâche qu'on ferait passer en pré-test et en post-test, dans laquelle on va demander aux enfants de nous donner un certain nombre de jetons. Peux-tu me donner, par exemple, 9 jetons? Et je vous montre un exemple, justement, pareil, il y a un petit lag, mais je pense que vous allez comprendre de quoi il s'agit. D'un exemple d'une petite fille on va lui demander de donner 9 jetons, et vous allez voir que sans aucun doute, elle n'a pas vraiment le principe de cardinalité. Pour autant, elle a un comportement qui pourrait ressembler à un dénombrement tout à fait adéquat. Est-ce que tu arrives à me donner 9 billes, s'il te plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9? Oui. Ok, donc vous avez vu, elle fait 9 mouvements en effet, mais à chaque mouvement, elle donne plein de jetons. Donc évidemment, à la fin, dans la main de Marie, c'est Marie Krenger ici qui fait passer les expériences. Dans la main de Marie, il y a plus de 9 jetons, mais quand Marie demande est-ce que là, il y en a 9, la petite fille dit oui. D'accord? Donc là, on peut effectivement en conclure qu'elle n'a pas le principe de cardinalité. Autre épreuve qu'on aimerait mettre en place pour tester ce concept du nombre, c'est le principe du successeur. Le principe du successeur est acquis lorsque l'enfant comprend que le nombre d'objets représentés par un mot nombre est le nombre d'objets représentés par le mot nombre précédent plus 1 lors d'un dénombrement. Vous allez mieux comprendre ici quand je vais vous parler de la tâche qu'on va utiliser pour justement tester ce principe du successeur.
on s'est beaucoup inspiré pour ça de Rémi Brissot, qui, souvent dans ses conférences, il n'a jamais mis en place cette tâche-ci de manière contrôlée dans les classes, hein, mais justement, c'est ce qu'on fait là. L'idée, c'est de demander à l'enfant, comme tout à l'heure, de donner un certain nombre de jetons. Donc, est-ce que tu peux me donner 5 billes, par exemple? Et là, donc il va nous donner 5 billes, d'accord? S'il ne nous donne pas 5 billes, ce n'est pas la peine de continuer, il n'a pas le principe de cardinalité, il n'aura probablement pas le principe de successeur. Mais disons qu'il nous donne 5 billes. Donc là, tu es d'accord, il y a 5 billes? Oh oui, très bien. Oh non, excuse-moi. En fait, j'en voulais 6. Et là, on regarde ce que l'enfant va faire. Si l'enfant a le principe du successeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement vous donner une bille supplémentaire. Et là, vous allez lui dire, donc là, il y en a 6, il va vous dire oui. En revanche, si l'enfant n'a pas le principe du successeur, il va avoir tout un tas de comportements différents de celui que je viens de décrire. Par exemple, il recommence tout. Ou par exemple, je vous montre dans le petit film ici, encore une fois, c'est Marie qui fait passer l'expérience. Est-ce que tu arrives à me donner 5 billes, s'il te plaît? 1, 2, 3, 4. Et puis 5. Bravo. Oh, je voulais dire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai civil. Très bien, merci. Voilà, donc vous voyez que la petite fille remet des billes par-dessus les autres. Et en effet, je vous ai dit tout à l'heure, en général, quand ils ont s'ils ont le principe du successeur, ils ont le principe de cardinalité. Vous voyez que ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça qu'il faut de toute façon tester tout systématiquement. Puisque là, quand Marie lui dit, donc là, il y en a 6, donc il y en a 11 dans la main, hein, la petite fille dit, oui, il y en a 6. Ok, donc effectivement, ça c'est pour le pré-test et le post-test qui serait ajouté par rapport à ce qu'on avait fait par le passé. Pour l'entraînement, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai présenté avant ça, peut-être un tout petit peu plus de précision ici. La terminologie qu'on va utiliser pour montrer à l'enfant comment utiliser une stratégie, tout, c'est la suivante. S'il y a 4 et encore 3, on va compter 4 sur une main. 1, 2, 3, 4. Et là, l'enseignant, c'est extrêmement important qu'il dise, bah, tu vois, là, et maintenant, on a bien 4 et il montre tous les doigts. D'accord? Pour justement bien insister sur le cardinal des choses et non pas simplement sur le numérotage pour ceux qui connaissent les travaux de Rémi Brissot. Puis on fait pareil sur l'autre main. 1, 2, 3, et là on montre bien, bah oui, tu vois, ça fait bien 3, et en tout, ça fait 4 et 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour l'entraînement transcodage, donc on voudrait que les enfants manipulent des nombres sans pour autant que les doigts soient impliqués. Donc pour les enseignants qui seront dans cette condition-là, il est vraiment très important qu'il ne faut pas montrer les quantités avec des doigts, il ne faut vraiment pas du tout utiliser ses doigts. Et ça serait le principe d'un loto tout bête. On a tout à fait conscience du fait que les enfants, surtout en petite section de maternelle, ne lisent pas encore les chiffres, mais de toute façon, ce n'est pas grave, c'est un entraînement. Donc, c'est un loto, l'enseignant tire un numéro d'une boîte, il dit 6, donc code verbal, et donc l'enfant doit entourer, s'il en est capable, le 6 sur sa petite grille de loto. S'il n'en est pas capable, ou bien dans tous les cas, l'enseignant va de toute façon donner un feedback et donc expliquer que effectivement ça, c'est 6 en écrivant 6 au tableau. Évidemment, quand vous allez rentrer dans le protocole, vous aurez des consignes extrêmement précises pour toutes ces tâches-ci. Là, je les sketch un tout petit peu. Évidemment, si vous avez des questions tout à l'heure, ça sera avec plaisir que je réponds aux questions. Donc, vous avez vu que dans ce que je vous propose ici, certains enseignants vont rentrer dans un protocole pour lesquels il n'y a que le pré-test et le post-test, mais de toute façon, ça sera déjà extrêmement intéressant pour les enseignants de voir ce que les enfants comprennent ou pas du nombre, mais il n'y a pas d'entraînement entre les deux. Donc, ça pourrait être assez frustrant pour certains enseignants de rentrer dans une étude sur le comptage sur les doigts, le calcul sur les doigts, sans vraiment manipuler ce calcul sur les doigts. Pour vous rassurer, on fait toujours des plans dans lesquels les enseignants qui vont rentrer dans des protocoles qui ne mettent pas en place le calcul sur les doigts rentreront dans ce protocole dans un deuxième temps. Vous me direz si je ne suis pas claire tout à l'heure. C'est très important éthiquement.
de faire ça, puisque nous, on sait déjà que les entraînements calcul sur les doigts vont probablement avoir des effets beaucoup plus bénéfiques que pas d'entraînement ou l'entraînement transcodage. Donc, c'est pas du tout chouette de, au hasard, attribuer des enfants à pas d'entraînement, en sachant que les autres, avec un gros coup de bol, sont tombés dans la condition où on sait qu'on va les aider, en fait. Donc, pour pallier ce problème qui est vraiment un problème fondamental au niveau éthique, de toute façon, tous les enfants, dans un deuxième temps, rentreront dans le protocole calcul sur les doigts. Et nous, on utilisera aussi ces données-là, donc elles sont aussi importantes pour nous. OK, donc je vous ai dit, l'âge important, c'est grande section de maternelle, mais on aimerait beaucoup essayer d'impliquer aussi des enfants de petites sections maternelles dans cette étude-là. Donc c'est la raison pour laquelle, en effet, les enseignants de petites sections et de grandes sections sont concernés par tout ce que je viens de raconter là. J'ai mis 35 minutes, j'ai dépassé un peu de 5 minutes, donc j'arrête là. Voilà, j'arrête là et donc comme ça, on a le temps pour que vous me posiez vos questions. Quand même, oui, juste sur cette slide, j'aimerais quand même remercier de manière encore plus explicite que tout à l'heure Marie Krenger et Céline Poletti qui font passer toutes les manips dans les écoles et qui réfléchissent avec moi à toutes ces questions-là au niveau théorique. Et Marie, bien entendu, l'étant, sans laquelle de tout ça, c'est pas non plus du tout possible. C'est une organisation de fou et je la remercie énormément de nous permettre de nous mettre, vous et moi, en contact. Merci. Alors, je vais vous inviter à écrire vos questions. Donc, vous avez un petit onglet questions. Donc, on va vous laisser un petit peu de temps. Je veux juste revenir sur quelque chose que vous avez dit, Catherine. Je pense qu'il y a une erreur. Ce que vous voulez pour cette année, c'est des petites et des moyennes sections. Ah oui, pardon, parce que j'ai dit grande. Voilà. Oui, c'est ça. Ah oui, il y a une erreur, en effet. Ouais. Donc, je vous confirme que c'est bien petite et moyenne section. Ce que je vais ajouter, alors Catherine en a rapidement parlé, mais comme ça vous laisse le temps d'écrire vos questions. Donc les inscriptions sur l'IA sont déjà ouvertes et on va, avec le replay, donc demain ou après-demain, vous envoyez le lien pour vous, si vous souhaitez vous inscrire à la recherche. Et ce qui est important qu'on vous dise aujourd'hui, c'est que Catherine l'a abordé, mais il va y avoir un vrai suivi et un vrai accompagnement. Donc les consignes qu'on va vous donner sont très claires. Moi, je vous accompagne tout au long de la mise en place avec des mails réguliers pour vous dire, voilà, cette semaine, c'est l'évaluation 1, la semaine prochaine, c'est telle étape, etc. Donc, je pense que quand on le voit présenté comme ça paraît être quelque chose d'énorme. Alors, en effet, ça vous demande du temps, ça, on en a bien conscience. Et c'est pour ça qu'on vous remercie vraiment de participer à ces recherches. Mais on essaye quand même de minimiser au maximum ce temps pour vous. Donc, tout est absolument clé en main, les évaluations et les interventions. Et elles ont été réfléchies avec une conseillère pédagogique, donc Brune Hennequin. Ce qui fait qu'on n'est pas sur quelque chose de complètement décontextualisé. On s'est bien assuré que ce qu'on vous proposait était réalisable en classe et que ça correspondait à un fonctionnement de classe normal. Donc voilà, ça me semblait important et on va pouvoir donc passer aux questions. Donc la première, est-ce qu'une classe de 1-2 en Suisse peut participer? Donc la personne dit que les élèves ont entre 4 ans et demi et 6 ans et demi. Bien sûr. J'ai eu une petite hésitation parce que oui. parfois, on a eu certains cas de figure comme ça, mais oui, tout à fait, bien sûr, avec grand plaisir, vous pouvez participer, bien sûr, ouais. Complètement. Okay. Bien Alors, sûr, on aura cette information-là. On sait que ce n'est pas forcément exactement les mêmes programmes, etc. Mais en l'occurrence, comme je suis en Suisse, ça ne pose pas de problème. J'ai une meilleure même connaissance du système suisse que du système français. Donc, avec grand plaisir, oui. Merci. Pour une classe qui est petit et moyen, est-ce que l'intervention sera sur les deux niveaux ou est-ce que vous préférez que ça soit sur un seul des deux niveaux? Bah, c'est super. Si c'est petit et moyen, vous pouvez justement faire tout en même temps. C'est parfait, ouais. Alors, est-ce qu'un entraînement autre que le tout a déjà été évalué ou est-il envisagé? Oui, on a déjà essayé ça. Sans beaucoup de succès en fait. On a essayé justement de faire d'enseigner la stratégie dont je vous parlais tout à l'heure, plutôt avec un continu, on appelle ça
Bon, c'est du jargon. Donc, c'est tout modifié 1, 2, 3, 4, 5. Ça n'a pas été très fructueux pour l'instant. Voilà, c'est peut-être la manière dont on l'a enseigné qui n'était pas la bonne, hein, mais donc du coup, on est revenu sur cette stratégie tout-là qui est la plus efficace. Alors, j'ai un message à côté de Céline qui me demande de rassurer les enseignants sur le fait que si les enfants n'arrivent pas à résoudre les calculs, il faut quand même aller au bout. Je pense que vous pouvez peut-être aborder en fait la situation aux évaluations, puisque là, on va utiliser des petites sections et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des choses qu'ils ne savent pas nécessairement faire. Donc, comment agir dans cette situation-là? Voilà, c'est sûr que ça, on a tout à fait conscience du fait que ça vaudra aussi pour la condition de transcodage, que les enfants, ils maîtrisent pas encore du tout les chiffres arabes, que peut-être certains, une addition, ils savent pas encore ce que c'est. Mais justement, c'est un peu le but de voir quel est l'état des choses et donc continuer. Voilà, si l'enfant dit, bah, je sais pas, on en discutait ce matin justement avec Céline et Marie aussi qui fait passer les expériences. En général, les enfants, effectivement, soit ils disent je sais pas, soit même parfois ils disent X comme réponse, ça n'a aucune importance, d'accord? On le note, et nous, ce qu'on veut, c'est juste avoir un état de fait. C'est pas que les enfants soient super performants et qu'ils réussissent tout. Si c'était le cas, ben, on ne servirait à rien dans ce cas de figure-là, d'accord? Et voir si simplement ça a un effet positif sur ce qu'ils vont devenir quelques semaines plus tard. Donc voilà, il ne faut surtout pas se dire ah bah, ils n'arrivent à rien faire. Et puis même, on pourrait même se dire c'est un peu stupide puisque de toute façon à cet âge-là, les chiffres arabes, c'est même pas dans le programme. Mais ça, on ne va pas les abîmer, vous inquiétez pas. C'est pas grave, hein, ils savent pas. Vous avez l'habitude. Après, dans les protocoles, c'est vrai qu'on prend la précaution, vous rassurez l'enfant, vous lui dites que voilà, à la Piaget un peu, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est comme ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est toi ce que tu peux me dire, ce que tu sais de ça, mais c'est pas je vous veux une bonne réponse. Alors, pourquoi avoir choisi cette activité de transcodage? La construction du nombre va se mettre en place en passant par des activités de manipulation, puis autour du code analogique, et seulement ensuite, on arrive au codage symbolique des nombres. On est complètement d'accord avec ça. On a justement mis en place cette activité de transcodage pour que les enfants soient dans une situation où ils sont confrontés à des nombres, aussi au niveau verbal, d'accord? Mais bien sûr, on ne s'attend pas du tout, pas vraiment, à ce qu'il y ait des effets super positifs sur les compétences des enfants. Mais c'est bien aussi de montrer que justement, ce type d'activité, n'a aucune raison d'avoir des effets positifs et d'ailleurs n'en a pas. Ça, si ce n'est pas montré expérimentalement, on ne pourra jamais le dire. D'accord? Donc, ça fait partie de ça. Et c'est pour ça que je vous disais, les enseignants qui seront de toute façon dans cette condition-là auront ensuite la possibilité de rentrer dans un entraînement de calcul pour que les enfants puissent effectivement profiter de tout ce que vous venez de dire ici, c'est-à-dire de la manipulation, de la représentation sous forme analogique, hein, d'accord? Voilà, c'est une condition contrôle qui est nécessaire pour que justement on puisse dire c'est bien notre calcul sur les doigts qui a fait le job et non pas seulement de voilà, dire des chiffres, de montrer des voilà, d'avoir une activité liée au nombre qui est plus intense que d'habitude. C'est bien l'entraînement en question. Envisagez-vous de faire ces tests dans une configuration de manipulation active autour de la résolution de problèmes? Le comptage sur les doigts serait un chemin vers l'abstraction du calcul, de l'anticipation du résultat. Alors oui, alors il y a déjà des petits travaux là-dessus, hein, sur la résolution de problèmes. On pourrait tout à fait l'envisager. Je connais bien la résolution de problèmes, j'ai fait ma thèse là-dessus, hein. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, dans les problèmes, souvent il y a des situations qui sont plus dynamiques. On va donner des billes, etc. Et les doigts se prêteraient tout à fait bien à ça. Pas dans ce cas de figure-là, mais bien entendu, c'est une problématique très intéressante aussi. Alors, je suis convaincue de l'utilité d'utiliser ses doigts pour le calcul. Pour des enfants de 3 ans, il y a parfois des problèmes de motricité pour lever un nombre précis de doigts. Avez-vous des pistes?
Alors, sur les enfants de 3 ans, de toute façon, nous, on n'a jamais vraiment... on pense que quand même pour le calcul, c'est un peu jeune, hein. Déjà, je vous dis, pour les petites sections de maternelle, on verra ce qui se passe grâce à vous. On verra. On n'est pas sûr que tout fonctionne aussi bien qu'à un niveau supérieur. Est-ce que j'aurai des pistes? Il y a des pistes, il y a des travaux, hein, sur des enfants un peu plus âgés, mais même avec des difficultés motrices, il y a des travaux là-dessus. Figurez-vous que malgré leurs difficultés motrices, ils arrivent quand même à résoudre les calculs. En tout cas, c'est les résultats. Alors, ce n'est pas mon équipe, hein, c'est une autre équipe, une équipe super performante en Belgique qui montre ça. Et donc, pour répondre peut-être plus directement et de manière plus pertinente à votre question, la piste, c'est malgré leurs difficultés motrices, il faut quand même continuer à les exercer sur les doigts. Très bien. Alors, on va passer à des questions un petit peu plus méthodologiques. Donc, la première, c'est est-ce qu'il faut prévenir les parents quand on participe à une recherche? Et la seconde, ça va être combien de temps prennent ces évaluations par jour et par semaine? D'accord. Alors, première question, oui, il faut prévenir les parents, puisque de toute façon, il nous faut l'accord des parents pour pouvoir intégrer les enfants dans l'étude. Alors là, vous avez vu, il y a des activités en groupe. Donc évidemment, vous n'allez pas dire « Ah, toi, tu n'as pas l'autorisation, donc tu sors ». Ça ne se passe pas comme ça. Vous faites quand même votre activité en groupe, mais vous nous signalez que l'enfant, on n'a pas du tout l'autorisation d'exploiter ses données ou même de regarder ce qu'il faisait. Donc oui, là, on va prévenir les parents. On va aussi, on va être quand même relativement vague avec les parents, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner des hypothèses, ou on va insister sur le fait que l'enfant va être en classe amené à utiliser ses doigts et d'autres matériels pour résoudre des problèmes, pour quand même les parents se disent pas tiens, on va les entraîner là-dessus à la maison pour qu'ils soient plus performants en classe. Mais en tout cas, oui, les parents seront prévenus. Pour le temps, alors là, c'est peut-être si Céline et Marie ont le temps de répondre dans le chat à ma place, je crois que c'est 10 minutes par jour en fait. Maximum 10 minutes pour le collectif. Donc, si Céline et Marie peuvent confirmer cette information-là pour le collectif et pour ce qui est assez, disons, enfin, j'allais dire contraignant, mais disons peut-être plus difficile à mettre en place, c'est les évaluations individuelles en fait. Et les évaluations individuelles, c'est plus rapide. C'est 5-6 minutes par enfant. Et là, pareil, si Céline et Marie pouvaient me... Oui. C'est pas très long aussi en termes d'entraînement, ça c'est très impressionnant, hein. Vous vous rappelez, il y a 6 séances collectives et à l'issue des 6 séances, il y a ces résultats extrêmement positifs. Alors, j'ai les précisions. Donc, les évaluations, ça va être 7 à 8 minutes par enfant en individuel. Et donc là, vous avez une semaine en fait pour réaliser toutes les évaluations. Donc, l'idée, c'est voilà, de toutes les 7-8 minutes de changer d'élève et que les autres soient dans une activité autonome. Donc là, vous avez toute la semaine pour le faire. Et puis après, pour les 2 semaines d'entraînement, vous avez des séances donc, en groupe et cette fois, elles durent 10 minutes par session et il y a, si je ne me trompe pas, 3 sessions par semaine. Donc, vous avez 6 sessions de 10 minutes à répartir sur 15 jours, enfin, sur 2 semaines. Donc, du coup, là, vous avez un petit peu plus de temps. Et il y avait également une question qui était sur notre classe, si notre classe est dans les groupes pas d'entraînement ou transcodage, dans ce cas, combien dure l'expérimentation? En fait, elle dure le même temps. C'est-à-dire que en fait, vous allez avoir soit dans un premier temps, vous expérimentez et donc vous avez 2 semaines d'intervention, puis après, vous avez 2 semaines de pause. Soit vous avez l'inverse et donc vous commencez par 2 semaines de pause, puis vous expérimentez pour 2 semaines. Tout le calendrier, il est disponible sur lea.fr. Je vais vous remettre le lien pour que vous puissiez aller voir et dans tous les cas, vous l'aurez par mail demain. Mais en fait, l'expérimentation, elle dure, si je ne me trompe pas, j'essaie de calculer rapidement, ça fait 7 semaines plus 2 semaines de vacances scolaires. Donc, dans l'idée, on est sur 9 semaines d'intervention. Et donc, pour la première zone scolaire, ça commencera le 7 février par le pré-test. Puis après, tout s'enchaîne. Mais on vous a fait des plannings par zone scolaire, puisqu'il y a des congés. Et puis, ceux qui ne sont ni zone A, ni zone B, ni zone C, française, vous pouvez nous écrire directement et on vous adapte le planning en fonction de vos vacances scolaires.
Alors, on va prendre une minute pour patienter s'il y a une dernière question. Sinon, normalement, nous avons répondu à toutes les questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à la reposer pour être sûr. Hop, et je vais essayer de vous mettre le lien en même temps. Tac. Alors, la demande écrite pour les parents est-elle fournie? Oui, elle est fournie, oui, oui, tout à fait. Et pourquoi entraîner qu'à une seule procédure? Alors, parce que on pourrait entraîner à plusieurs procédures, mais après, on ne saurait pas quelle procédure est la plus efficace, en fait. Donc, il faut isoler déjà. Isoler une procédure, ça c'est sûr. On ne peut pas entraîner à différentes procédures en même temps. Pour l'enfant aussi, je pense que ça serait assez compliqué. Et puis voilà, après, je vous dis, c'est une question de choix. On a décidé d'entraîner à la stratégie qui est le plus spontanément utilisée par les enfants performants. Mais on aurait pu faire d'autres choix. Je vous dis, on a essayé, hein. On a essayé, mais ça n'a pas été fructueux pour l'instant. Alors là, on a une enseignante qui nous dit qu'elle a une classe de toute petite section couplée à une classe de... Enfin là, elle a deux classes, une de toute petite section, et une autre de moyenne section, grande section. Donc, elle demande si elle peut participer avec ces deux classes. Oui, je pense, ça serait... Bah oui, parce qu'on pourra extraire les enfants qui seront dans les âges qui nous intéressent pour cette étude particulière. Oui, tout à fait. Après, je pense que pour les évaluations en toute petite section, c'est peut-être pas nécessaire de les mener, c'est peut-être trop compliqué. Parce que toute petite section, Et du coup, ils ont 3 ans. Ah Enfin, il y oui, a 2 ans, ouais, 3 ans en février. d'accord. Oui, là, ça va être compliqué, je pense, ouais. Ok. Touk. Que se passe-t-il en cas d'absence soit de l'enseignant, soit des enfants pendant le temps de l'expérimentation? Je peux peut-être juste en toucher 2 mots, c'est que aujourd'hui, le planning qu'on vous a fait, c'est 3 sessions sur une semaine. Donc, dans l'idée, vous avez 4 jours d'école par semaine, donc on vous a laissé une petite marge de manœuvre. Après, si les élèves sont absents, vous ne pouvez pas rattraper quelque chose de collectif en individuel, mais en fait, vous allez voir qu'on va, tout au long de l'expérimentation, vous pouvez communiquer avec nous et donc il n'y a aucun souci pour que vous nous disiez, bah voilà, il y a eu une épidémie, je ne sais pas, en ce moment, je crois que c'est les épidémies de gastro à l'école, pour nous dire, voilà, il manquait ces 5 élèves-là toute une semaine. Comme ça, nous, on le sait, enfin, surtout l'équipe de recherche, et comme ça, ils peuvent adapter les analyses statistiques et pouvoir adapter les résultats. En fait, ce qui est important, c'est n'hésitez pas à nous donner trop d'informations sur ce qui s'est passé en classe, s'il y a eu des absences, etc. Et puis, si vous avez une question, je ne sais pas, si vous avez une classe verte en plein milieu de l'expérimentation, n'hésitez pas à nous demander directement et au cas spécifique, on peut adapter les choses. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est arrivé au terme de cette webconférence. Merci beaucoup à tous d'y avoir participé, d'avoir posé toutes ces questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser sur lea.fr, on sera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Catherine, pour votre intervention. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Je vous laisse si vous voulez conclure. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Au revoir.